Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce dimanche 24 août. Alors écoutez, aujourd'hui très simple, on va parler déjà de Bitcoin qui a encore une fois réussi à faire peur à certains investisseurs en touchant le bas de son range, de sa consolidation sur les 111 000 dollars avant de refaire FOMO et de repartir à la hausse il y a de ça vendredi, puisque finalement, comme le disait James Check, on est un peu dans la configuration commerciale marketing classique, c'est-à-dire que vu qu'on manque un peu de demande, d'acheteurs, d'abord on attend de voir si c'est temporaire, si c'est que passager, donc on a une consolidation, ce qu'on a eu il y a quelques jours, et si ça repart pas, on va proposer une remise pour relancer l'intérêt, et donc on a eu cette fameuse correction. En plus de ça, forcément, on a eu quand même une sorte de bonne nouvelle pour la première fois depuis l'investiture de Trump, pardon. Jérôme Powell, président de la Fed américaine, un peu notre Christine Lagarde locale, nous a entrouvert la porte pour la première fois à une baisse des taux. Alors, regardez, en tout cas pour le 17 septembre, on serait sur 77% de chances d'avoir une baisse des taux de la Fed, donc ce qui permettrait quand même beaucoup de choses. Déjà, une très bonne nouvelle pour les actifs à risque, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de parler des altcoins. Déjà, comme j'ai dit, un peu de BTC, mais des alts et surtout comment ne pas FOMO, puisque que vous soyez déjà engagé ou non sur les alts, le but, ça va être d'être conscient que c'est compliqué d'investir sur les altcoins quand même. Donc on peut toujours avoir l'envie de FOMO, surtout quand ils sont quand même beaucoup plus volatiles que BTC et Ether, surtout quand ils explosent. Et donc ça va être le cas aujourd'hui, c'est exactement ce dont on va parler. Mais avant toute chose, vous le savez, petit disclaimer, aujourd'hui on entend tout et son contraire, d'accord? Que ce soit le début, la fin du cycle, déjà un ATH sur BTC, mais pas sur Ether, alt season qui arrive, des gens des investisseurs même, j'ai envie de vous dire, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, de renommée que moi, et qui pourtant ne sont pas du tout d'accord sur la vision de la suite du marché. Donc, le but, c'est pas du tout de se penser plus intelligent qu'eux, plutôt en fait de voilà, se dire que déjà de base, comprendre qu'ils se basent sur leurs propres convictions, d'accord? L'envie d'avoir raison également, puisque évidemment ça permet de créer une crédibilité autour de leur image. Mais pour que que tous les scénarios passent, que ce soit la fin du monde ou le début de quelque chose d'immense, va falloir déjà passer par tellement de choses, si vous voulez, avant d'y arriver, que de mon côté. Même si évidemment j'ai mes biais et mes croyances que la fin d'année peut être assez intéressante, je n'ai pas la présomption d'être le plus fort qu'eux, mais le but c'est d'y aller petit à petit et par confirmation. D'accord, je l'ai dit dans un des posts récemment, le marché est dynamique. C'est pas une équation à une variable, c'est plutôt un marché probabiliste, où celui qui va réussir en tant qu'investisseur dynamique, donc pas un hodler maximaliste, je parle vraiment dynamique, va dépendre finalement de sa façon de prévoir les choses et de s'y préparer. Donc je suis pas là pour choisir un camp, vous le savez, mais plutôt de montrer des scénarios, des probabilités et comment personnellement je me positionnerai dans chacun. C'est un peu ma façon de rester utile et humble pour vous servir, parce qu'encore une fois, j'ai conscience que vous êtes de plus en plus à me regarder et j'ai pas envie de vous induire en erreur, donc faites attention à tout ce que je peux dire. Encore une fois, j'essaye de devenir la personne que j'aurais bien aimé pouvoir écouter en 2021 quand j'ai commencé l'investissement et j'espère vraiment vous servir dans ce but-là. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit point de cyclicité. Il faut savoir que Bitcoin, depuis le début, depuis le bottom de 2022, a fait quand même un beau x7, ce qui n'est pas négligeable du tout. En déplaise à ceux qui disent qu'il n'y a pas vraiment eu de cycle haussier, quand même, nous sommes passés de 15 000 à 124 000 dollars, ce qui est quand même énorme. Et surtout, ce qui fait un peu parler, évidemment, c'est qu'on arrive enfin au point final de ce cycle haussier, puisque par rapport à la durée du cycle actuel et celui, par exemple, de 2021, il nous reste environ qu'une cinquantaine de jours avant vraiment qu'on atteigne ce même niveau sur notre cycle actuel. Donc c'est intéressant, et c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui commencent à spéculer sur est-ce que c'est la fin, est-ce que c'est pas la fin. Pour l'instant, on est toujours dedans. Le but, ça va être quand même de surveiller ça, bien sûr, puisque nous sommes à l'abri de rien du tout. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir aussi qu'au niveau de la rotation de capitaux, écoutez, on est toujours dans la même dynamique que 2021. On a toujours eu des capitaux qui sont arrivés sur Bitcoin avant d'être déplacés sur Ether. C'est pour ça qu'on est sur une ETH season, que Ether a quand même largement surperformé BTC depuis le creux d'avril, globalement, 2025, où vous voyez ici que les capitaux de BTC en orange diminuent petit à petit, quand même, ça ne cesse de diminuer, alors que ceux sur Ether a continué d'évoluer à la hausse pendant quand même plusieurs semaines, et que depuis, bon, voilà, petite tergiversification, mais c'est normal, le marché corrige, latéralise, on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est extrêmement important de voir ce calme aussi sur les marchés. Ce qui pour moi est à surveiller sur le très court terme, c'est évidemment qu'on ne parte pas dans la même configuration que ce qui s'était passé en mai 2021. C'est-à-dire que évidemment les capitaux sur BTC chutaient, les capitaux sur Ether augmentaient, et tout d'un coup, en fait, à la moindre baisse de ces capitaux arrivants, on a eu quand même une grosse correction de moins de 50%. Je ne pense pas qu'on arrivera sur ce scénario-là. Par contre, c'est vrai que vu que historiquement parlant, on est sur un mois de septembre qui est plutôt négatif, on va peut-être se préparer à ça. En plus, il y a l'effet, il y a le fameux effet de buy the rumor,
sell the news des taux d'intérêt de la Fed qui peuvent être baissés le 17 septembre, donc on va évidemment surveiller ça et rester conscient que les deux scénarios peuvent se passer. Un des autres points intéressants qui est plutôt pas mal, c'est ce graphique de Benjamin Cohen, qui est un investisseur influenceur assez connu, puisqu'il y a plus d'1 million de followers sur, YouTube, sur X. C'est de montrer par contre que si Ether, tout va bien, entre guillemets, les alts par contre, elles ont quand même, entre guillemets, saigné par rapport à Ethereum, puisque depuis finalement avril 2025, les alts ont sous-performé de 53% Ethereum. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir qu'on est vraiment dans cette plutôt configuration d'Ethereum season, et que si les alts en ont quand même bien profité, elles n'ont pas du tout fait les mêmes retours sur investissement qu'Ether. Donc évidemment, ça va être à surveiller et j'ai envie de vous dire à regarder. Donc maintenant, sur Bitcoin, vous le savez, le momentum est légèrement complexe à identifier. On regarde souvent le MV1V ratio momentum pour regarder dans quelle dynamique on se trouve. Donc, dès qu'il passe sous sa moyenne annuelle ici en bleu, généralement, c'est qu'on est plutôt dans soit un retest pour vraiment voir si le marché a toujours de la force pour évoluer à la hausse, soit on est vraiment dans une configuration baissière court-termiste ou moyen-termiste. Donc là, comme vous voyez en 2024 ou même avril 2025, dès qu'on est passé en dessous, c'était les meilleures opportunités pour réinvestir sur ce cycle et être patient pour repérer ces fameuses zones de bottom. Bon, là pour l'instant, on est un peu dans le même cas de figure que début juin, fin juin, début août et du coup actuellement, sur une dynamique où on se teste globalement à se dire ok, est-ce qu'on a toujours de la force pour repartir à la hausse ou pas du tout, ou est-ce qu'on aura besoin d'une potentielle correction d'autant plus forte comme c'est arrivé au mois d'avril pour repartir. Donc encore une fois, sachant que septembre est potentiellement rouge, peut-être évidemment qu'il faudra vraiment surveiller ce qui va se passer de ce point-là. Et ça, j'ai envie de vous dire, beaucoup d'investisseurs, que ce soit des particuliers ou les institutions, les trésoreries d'entreprise, les ETF, l'ont quand même compris, puisque depuis globalement la fin juillet, les afflux de capitaux sur ces marchés-là ont quand même bien diminué. Donc quand je parle au début de la vidéo qu'on a quand même une baisse de la demande, c'est principalement à cause de ça. On a vraiment des indicateurs qui nous montrent bien que finalement, la demande est assez molle. On le voit très bien parce que, comme vous le savez, pour chaque vendeur, il faut bien qu'il y ait un acheteur sur le marché. Quand on regarde la supply des détenteurs à long terme, donc cette fameuse smart money qui détiennent plus de 7 bitcoins sur 10 sur le marché, on voit très bien qu'ils se sont arrêtés de vendre massivement. Toute cette hausse qui a été donc absorbée, en tout cas entre fin juillet et début août, et que depuis, vous le voyez, la supply plutôt sur un plancher. Donc s'il n'y a pas de vente, c'est que forcément on n'a pas beaucoup d'acheteurs non plus, et que ces niveaux de prix-là les intéressent pas pour prendre des profits, même s'ils sont toujours bien évidemment bien en gain derrière. Donc ça c'est plutôt intéressant, et de mesurer que pour l'instant on est encore, malgré cette bonne nouvelle de Powell, dans un flou artistique, et que ça va être extrêmement intéressant de voir si la saisonnalité de Bitcoin va encore se répéter pour cette fin août et ce mois de septembre, avant potentiellement d'avoir cette fameuse explosion sur le dernier trimestre de 2025. Donc, si jamais on devait avoir une correction, je ne m'inquiète pas particulièrement tant qu'on tient cette fameuse zone des 108 000 $, vous le savez, j'en ai parlé soit sur mon X, soit également sur un petit post que j'ai fait sur YouTube. Cette zone-là correspond au coût moyen d'acquisition de nos investisseurs à court terme. Donc cette fois, ces investisseurs qui détiennent environ 3 BTC, 2 à 3 BTC sur 10 sur le marché, je crois qu'ils ont entre 20 et 25% de la supply. Mais sur le court terme, c'est vraiment une jauge qui nous permet de mesurer si on est toujours dans un momentum haussier ou baissier. Et là, donc, ils ont un coût moyen d'achat autour des 108 109 000 $. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est que tant qu'on les tient, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, tout va bien. Ok, c'est vraiment ça que j'ai envie d'insister dessus. Pour l'instant, je ne remets pas en cause ce qui peut se passer. Si jamais on devait corriger, on a d'autres test théorie, on va pas forcément parler des URPD, mais comme vous le voyez, on est ensuite sur une zone de bottom qui nous amènerait sous les 100 000 $ temporairement et peut-être aller toucher la zone des 95 000 que vous voyez ici, qui est plutôt intéressante. Donc, tant qu'on tient ça, tout va bien. Si jamais il y avait besoin de remettre en perspective tout ça, visons légèrement en dessous et vraiment de quoi faire peur au marché. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a une théorie, toujours de ce Benjamin Cohen, qui est plutôt intéressante, qui dit que, avec justement cette potentielle correction qui peut subvenir en septembre, lui il estime qu'on serait sur des rotations de capitaux qui ont fait BTC vers Ethereum, donc on est ici, qui repartiront vers BTC puisqu'il y a cette fameuse cyclicité et cette fameuse news des taux d'intérêt, et ensuite repartir vers Ether puis sur les alts pour le dernier trimestre de 2025 pardon. Donc ça va être extrêmement intéressant de surveiller ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais le présenter juste après. On en a justement parlé dans le... donc là vous voyez 2 fois ma tête, ça peut être très perturbant pour vous, mais globalement en fait on en a parlé dans le live gratuit qu'on s'est fait sur notre Discord. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça avec grand plaisir. Je me gratte l'œil, pardon. L'objectif, vous le savez, c'est qu'ensuite il passe payant, donc je suis extrêmement transparent avec vous. Si ça vous intéresse de venir jeter un œil, allez-y, ce sera avec grand plaisir, ça ne vous engage à rien, vous pouvez partir du Discord si jamais ça ne vous plaît pas. Donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup
coup d'œil. Bon, quand on parle de ce sujet du jour, évidemment, déjà il y a deux cas de figure. Soit vous êtes un hodler et vous détenez déjà des altcoins, j'ai envie de vous dire c'est parfait, ici on va plutôt attendre les zones de top comme on va le voir un peu plus tard. Par contre, si vous avez du cash et que vous savez pas comment le placer quand tout le monde déjà, ou alors même actuellement, si vous dites bon bah je vais peut-être attendre la correction de septembre, qui peut probablement arriver, ou vous avez peur d'investir au top, bah c'est ça dont on va parler, d'accord. Par définition, déjà, le FOMO, c'est la peur de manquer le train. C'est voir une explosion qui s'est passée sans vous dedans, et vous avez envie de vous dire, ok, j'ai quand même envie d'avoir ma part du gâteau. Bon, exemple d'un FOMO, vous voyez le prix d'XRP ici, donc il latéralisait tout le long de 2024 sur les 0,5 dollars, et tout d'un coup il a explosé pour remonter justement vers les 2,50 $, 3 dollars même, j'ai envie de vous dire, parce qu'il a fait un nouvel ATH à 3,54, et ce que l'on peut voir c'est qu'il y a eu un FOMO. Alors comment on le voit, c'est quand justement le coût moyen d'achat d'un projet explose lui aussi à la hausse. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, tout au long de 2023-2024, on avait un coût moyen d'achat vers les 0,50 là aussi, donc des investisseurs qui étaient pas loin du break-even, ni perte ni gain, et tout d'un coup, ce coût moyen d'achat, il passe quand même, regardez, hop, à 1 dollar, 1,33 $. C'est ce qu'on appelle un FOMO. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens se disent mince, je suis pas dans le train, je vais investir massivement. Alors, tout dépend de votre horizon de temps. Si vous êtes là pour faire quelques pourcentages et sauter sur l'occasion, très bien. Si par contre vous vous dites j'investis sur les 2,70 $ et j'attends qu'il soit à 10 dollars pour monter, enfin pour vendre, évidemment que là il y aura un peu plus de soucis. Bon, ici, l'objectif, ça va être de repérer ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément faire partie d'un FOMO et acheter le top, puisque les alts, quand ça se casse la figure, ça fait quand même beaucoup plus mal qu'un BTC ou un Ethereum. Et c'est pour ça que pour moi, les altcoins sont quand même beaucoup plus complexes à appréhender. On le voit déjà, pour l'instant il y a eu un semblant de FOMO depuis qu'Ethereum a quand même dépassé les 4000 dollars, puisque ici comme vous voyez sur la barre de recherche, en tout cas sur les trends, sur la hype qu'il y a eu sur les altcoins, vous avez le top de 2021 par deux fois, et vous avez le premier top de mars, le premier top de décembre, et celui actuel. Donc vous voyez que sur les 4 dernières années, on n'a pas eu autant de recherches sur les altcoins qu'il y a actuellement. Donc il faut faire extrêmement attention. Pour autant, comme vous le remarquez ici sur ce graphique de Blockunity, on va repérer les 200 premières cryptos du top 200 et on va voir si elles sont dans une tendance haussière forte, en étant au-dessus d'une moyenne mobile des 200 jours, si vous voulez un peu plus de spécificité. Mais comme vous le voyez, en fait, on n'a toujours pas atteint ce qu'on a vécu en mars, ce qu'on a vécu en décembre 2024. On a bien sûr plein de crypto-monnaies qui ont bien évolué, mais comme on l'a vu au tout début, par rapport à Ether, finalement, c'était peut-être pas le bon pari de les avoir maintenant. Bon, évidemment, là, c'est un peu la météo de la veille, mais typiquement, vous le voyez, on n'est pas encore dans cette extrême-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des théories comme quoi, forcément, les altcoins vont avoir leur moment fort, mais que ce ne fut pas encore le cas, et ça c'est plutôt intéressant. Maintenant évidemment il y a des contre-exemples où parfois FOMO ça peut aussi faire du bien, attention, on prend le cas par exemple d'Ethereum, quand on voit qu'il est passé par exemple de 1800 dollars à peu près 2008, et ensuite on est remonté au-dessus des 3000 et ensuite au-dessus des 4000, comme vous le voyez, il y a des investisseurs qui ont un peu FOMO, comme le prix d'achat moyen est passé de 2000 dollars à 2300 environ, mais c'est pas non plus massif, mais parfois ça peut être extrêmement lucratif de le faire quand même. Donc du coup, c'est compliqué de savoir comment faire. Ether, à ce moment-là, avait une configuration, on en a parlé, qui était plutôt positive, c'est-à-dire qu'à chaque fois on avait des petits éléments de surchauffe, mais qui, à la moindre correction, nous montraient on avait de la marge pour aller plus haut, et c'est exactement ce qui s'est passé, en tout cas dans la vidéo dont on a parlé il y a 2 semaines, il me semble. Mais pour trouver un top, comparé à Bitcoin et Ethereum, par nature, c'est beaucoup plus instable, et c'est souvent plus visible après coup, malheureusement. Donc ça dépend, en fait, un top dépend surtout quand est-ce que la liquidité elle va sortir. Donc moi je vais préférer définir mes niveaux, mes scénarios et exécuter ça quand le marché m'en donne la preuve. C'est exactement ce que l'on veut voir. Si on prend par exemple la thèse d'Ethereum, en tant qu'investisseur, j'ai tout le temps envie de me poser la question de ok, si je crois à un Ether qui va à 5, 6, 8 000, 10 000 dollars, est-ce que par contre, je vais peut-être investir, mais est-ce que je suis prêt à avoir l'inverse, une invalidation. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à le voir peut-être se rediriger, comme on l'a vu, sur des niveaux comme les 3600 dollars qui, au niveau on-chain, seraient assez cohérents pour nous montrer que Ether a besoin de souffler, mais qu'il tient quand même la baraque. Donc, tout dépend de notre horizon de temps d'investissement et surtout de si on serait OK, de nous poser la question de savoir si on serait OK avec l'idée d'une baisse si elle arrivait. C'est comme ça que je prends mes décisions de mon côté, par exemple sur les alts, je regarde les niveaux on-chain principalement et je me pose la question de savoir si évidemment c'est judicieux et en phase avec ma façon d'investir. Donc c'est pour ça que dans cette dernière partie de cette
vidéo un peu plus longue qu'à d'habitude, je vous propose de prendre 3 altcoins et de regarder comment j'enquête, entre guillemets, et comment je fais pour prendre une décision d'investissement. Alors évidemment, sur les alt, comparé à BTC et Ether, il faut aussi regarder la narrative, est-ce que ça fait partie de l'EA, de la DeFi, de la tokenisation des actifs réels, enfin, de tout ce qui est fondamental, de l'équipe, de la tokenomics, et donc il y a beaucoup moins de rationalité, mine de rien, sur les alts, on le voit par exemple aussi avec les mêmes coins, mais bon, qui dit évidemment bien plus de risques, dit aussi bien plus de volatilité, et donc lorsqu'on est dans le bon train, forcément c'est jackpot, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que j'ai envie de vous dire, beaucoup vont vouloir profiter de ces multiples à venir. Bon, rappelez-vous, comment on fonctionne pour repérer une surchauffe sur un projet. On va regarder déjà le coût de revient d'investissement, vous le savez, plus on s'en écarte, plus les investisseurs ont des gains latents. Donc on va regarder ce qu'on appelle le MVRV pour mesurer sur quelle poche de gains les investisseurs sont assis. Et dès qu'on repère des zones de surchauffe, généralement c'est pas le bon moment pour investir, comme vous le voyez ici en 2024 par 2 fois, ou même sur les mini-tops locaux que nous avions eu déjà en mai, en juillet, et donc ici à la mi-août. Maintenant, on va aussi regarder les prises de gains, puisque quand beaucoup d'investisseurs sortent du marché avec des profits, généralement on a envie de faire pareil. Et pas l'inverse, puisque on ne veut pas acheter forcément les gains massifs que prennent les investisseurs, ça vous le savez. Donc, encore une fois, comme en mars, comme en décembre, janvier 2024-2025, et comme tous les petits tops que nous avions eus récemment. À l'inverse, on aime bien investir quand il y a un peu de sang dans les rues, quand il y a un peu de rouge, quand les investisseurs vendent plutôt à perte. C'est exactement ce que l'on veut faire aussi sur les altcoins. Alors, malheureusement, entre guillemets, tous les outils qu'on va voir sont principalement payants. J'ai pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, trouvé des indicateurs gratuits sur les alts. Vraiment, les providers de données font tout pour le garder bien pour eux et faire payer. Donc je vais vous présenter ma façon de faire sur 3 altcoins. On a pris du Solana, du AAVE et du Doge, vraiment pour en parler, et ensuite on verra ça. En tout cas, cette stratégie, c'est celle que l'on fait également de notre Discord, dans le sens où on fait un portefeuille pédagogique. On est parti avec 10 000 $ début juin, et on s'est dit, ok, en fonction de ce que Alex voit au niveau de son analyse technique, et moi de ce que je vois au niveau on-chain, on va essayer de battre le marché, entre guillemets, et faire les bons mouvements d'investissement. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, hier, on a pris tous nos profits qu'on avait à prendre, parce que comme vous le voyez, on a fait quand même un plus 1787 $ sur toute la période, sachant que on avait engagé que 60% des 10 000 $, donc ce qui est plutôt pas mal. Finalement, on n'avait que 6 000 $ d'engagés sur les 10 000. Et en fait, on va repartir à blanc, parce que vu que c'est un nouveau Discord, on va quand même repartir à zéro pour vous montrer tout ce qui s'est passé. Mais comme vous le voyez, on vit les hausses, on vit les baisses, et on prend des profits quand cela nous paraît le bon moment. Donc c'est exactement ce qu'on va avoir sur notre Discord. Encore une fois, on ne veut pas vendre des signaux, on veut vendre une façon de faire qui correspond à chacun et qui vous aideront vraiment à être le plus indépendant possible, à prendre vos décisions d'investissement et arrêter de vous baser sur ce que disent les influx ou n'importe qui d'autre pour gérer votre propre argent. Bon Dieu. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer de ne pas investir dans un top de marché. Donc qui dit top, va dire que j'ai pas forcément envie de FOMO. Donc on va commencer par Solana. Solana, au niveau de son prix moyen d'acquisition, comme vous le voyez, il est autour des 142 $, avec un coût actuel au 204. Donc on est pas forcément très loin de son coût moyen d'investissement, on est à plusieurs pourcentages, mais on n'est pas non plus d'un extrême comme cela s'était passé lors de son précédent top de ce cycle, ce qui s'est passé en novembre et janvier 2025. Bon, ça c'est plutôt intéressant de le savoir. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est évidemment quand est-ce que je vais investir ou sortir. Bon, je vais me baser sur ici le MVRV, encore une fois. Est-ce que les investisseurs sont assis sur un gros coussin de gains latents? Donc soit je vais investir sur des niveaux qui me semblent sains, c'est-à-dire dans tous les cas, il faut être à l'aise avec l'idée que des investisseurs sont quand même en gain quand je vais investir sur des alts, mais j'ai quand même envie de voir quand est-ce qu'ils sont pas trop en gain. Par exemple, quand on regarde les 2 derniers sommets ici de fin 2024 ou début 2024, on voit qu'ils sont assis sur un coussin tellement gros de profit latent que typiquement c'est pas là que je vais investir. Par contre, quand on regarde à aujourd'hui, ça c'est devenu assez mesuré. Moi, ça m'intéresse. Donc évidemment, encore une fois, je cherche pas le top ou le bottom parfait quand j'investis. Je cherche une zone qui m'intéresse où je me dis, ok, les investisseurs sont en gain, mais pas non plus dans un extrême. Et ça, on le voit par exemple avec le SOPR qui va nous mesurer les gains qui sont vraiment sortis du marché. Là, c'est pareil. Et je trouve que c'est plutôt parlant ici, puisque lorsqu'on regarde sur ce cycle 2023-2025, on arrive à repérer les zones où j'ai pas forcément envie d'acheter. Dès que le SOPR est bien au-dessus de son ratio 1, donc ici cette bande noire, typiquement, j'achète pas forcément. Par contre, j'attends les belles zones de repli pour investir. Par exemple, ici, on aurait eu la bonne occasion d'investir le 4 août, puisque comme vous le voyez, beaucoup d'investisseurs vendaient à perte. Là, c'est typiquement l'idée d'acheter du sang dans les rues. Par contre, quand il est vraiment élevé et qu'il atteint des niveaux qui, historiquement parlant,
ont toujours été des niveaux de top, de petits top locaux, je n'investis pas. En fait, c'est exactement ça qu'il faut regarder. Je ne veux pas investir sur un top local. Si je suis dans le train, je le suis parce que j'ai profité de l'occasion d'investir quand les investisseurs paniquaient, plutôt dans le rouge. Et je pars de l'hypothèse qu'on aura encore quelques opportunités qui seront peut-être d'autant plus rares avant une potentielle alt season, mais au moins de voir cette fameuse zone où évidemment il sera intéressant de recharger. Quand on regarde AAVE, c'est un peu le même topo, c'est-à-dire que lui, tout au long de 2023, on était en dessous de son coût de revient d'acquisition, et par contre depuis août 2024, on est bien au-dessus. Bon, il y a des occasions de recharger, mais comme vous le voyez, le prix moyen d'acquisition d'un AAVE est quand même de 216 $, sachant qu'aujourd'hui le prix est autour des 350, on a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont en gain latent. Donc, évidemment, j'ai pas envie d'investir quand tout le monde l'est trop, je vais me baser sur le SOPR qui lui va me dire un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a encore une fois ces phases de grosses prises de profit, ces phases de correction, comme fin juin 2024, 25. On a ces grosses phases de prise de profit lors, en tout cas, du précédent ATH de BTC en juillet. On a ces phases de correction, prise de profit, phase de correction, etc., etc. Donc en fait, le but, c'est vraiment de repérer ces phases-là et se dire, ok, moi, dès que je suis au-dessus de cette zone-là, ou en tout cas dans cette zone-là, je n'investis pas. Dès que je me rapproche le plus près possible du ratio 1, j'investis. C'est exactement ça qu'il faut faire. Acheter bas pour vendre haut. On connaît tous cette pensée commune, mais évidemment, le faire, c'est un peu plus compliqué. Donc là, typiquement, on aurait pu réinvestir ici en DCA progressif, en attendant potentiellement d'avoir touché le ratio 1. C'est pas venu, mais au moins, vous êtes dans le train et vous savez que, dès qu'on arrive sur ces niveaux-là, il peut être intéressant de commencer à prendre des profits. Encore une fois, on peut monter bien plus haut. Donc typiquement, si on croit en une vraie alt season où cette fois les alts vont exploser, je serais beaucoup plus dans l'idée d'attendre des ratios aussi élevés que ce qui s'était passé globalement, soit lors du gros top de décembre 2024 ou de mars 2024, avant de vraiment sortir mes gains. Mais pour réinvestir, là par exemple, je n'investis pas sur ce genre de pic qui, moi, me montre que beaucoup d'investisseurs sortent du marché. Sur Doge, on a et c'est pour ça que je voulais vous le présenter, c'est un scénario un peu différent. Là aussi, pareil, on a beaucoup d'investisseurs qui sont en gain, puisque le coût moyen d'achat est à peu près vers les 0,15 $, on est à peu près vers les 0,23 actuellement, mais comme vous le voyez, il n'y a pas eu de FOMO globalement depuis décembre 2024. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros FOMO ici, typiquement, qu'on est quand même passé sur un coût moyen d'achat de 0,09 à 0,16, quasiment un x2. Donc un gros FOMO des investisseurs, et depuis en fait il est plutôt en dilettante, il est plutôt en train de baisser. Donc c'est-à-dire que beaucoup se sont retrouvés coincés ici et vendent à perte. Donc moi ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que déjà quand on regarde le MVRV, on voit très bien que les gains non réalisés par rapport au gros top de décembre ou au gros top de mars 2024, bah pour l'instant, on n'y est pas. Donc ça m'intéresse. Évidemment, il y a des gens qui sont en gain. Ici, par exemple, on a un MVRV de 1,43, ce qui signifie qu'ils sont en gain latent de 43% en moyenne. Ce qui est énorme. Mais rappelez-vous qu'on est sur des alts, on n'est pas sur BTC. Les investisseurs recherchent des multiples. Donc on va se baser là-dessus pour nous sortir là aussi. Et quand on regarde le SOPR, bah, il me parle beaucoup plus que par exemple sur Sol ou AAV, dans l'état actuel des choses. Dans le sens où, si on croit à la narrative Memcoin et au Dogecoin, il est intéressant puisque ici, même avec un prix sur les 0,24, 0,23 $, les investisseurs vendent en perte en moyenne. C'est-à-dire que là, en fait, je rachèterai la peur si je veux DCA sur Dogecoin. Donc c'est extrêmement intéressant. Par contre, évidemment, comme vous le voyez, depuis le top de décembre, vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées coincées au top, dès qu'on est un peu plus en positif qu'en perte, les investisseurs quittent le projet. Donc, évidemment, si vous croyez au Dogecoin ou à la saisonnalité des mêmes coins, c'est un très bon projet sur lequel investir, puisque par exemple, vous savez que vous achetez quand même la peur plus que les prises de profit, et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc globalement, j'espère que cette partie assez longue, mais quand même assez explicative de comment on peut rentrer dans un projet altcoin sans forcément FOMO le top, nous montre ce qu'il faudrait faire. Typiquement, encore une fois, je ne vais pas investir quand tout le monde prend des profits. C'est le même pattern que sur BTC ou Ethereum. Si je suis pas dans le train, je suis pas dans le train. C'est pas grave. Il y avait ce discours de Roger Federer, pour ceux qui aiment le tennis. Moi qui adore le tennis jeune, ça m'a assez marqué parce que j'adore en fait sa façon de faire, de comprendre. Lui, il parle que la perfection est impossible. On ne peut pas choisir en investissement le meilleur altcoin, celui qui va pump contre toute attente, etc. Lui, par exemple, il explique qu'il avait joué plus de 1500 matchs dans sa carrière et qu'il en a gagné plus de 80% d'entre eux. Mais la question qu'il avait posée à son audience, c'était combien de points il dit avoir gagné durant ces matchs. Eh bien, que 54% d'entre eux. Donc en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que si on le met à la sauce investissement, c'est que même les meilleurs investisseurs ou traders, pour eux, la perfection n'existe pas. En investissement, même les meilleurs ne gagnent pas tout le temps.
Perdre un trade, ce n'est pas la fin. Choisir le mauvais altcoin, ce n'est pas une fin en soi. Par contre, gagner un trade ou faire de l'argent avec une alt, ce n'est pas non plus une finalité en soi. D'accord? Chaque position est comme un point. On le joue à fond, on y croit pour les bonnes raisons. On ne FOMO pas parce que justement on voit que tout le monde se fait de l'argent sur un projet. On regarde d'abord les datas et on accepte le résultat et on passe au suivant avec sang-froid. Qu'est-ce que j'ai loupé sur ce projet? Est-ce que d'autres ont des configurations similaires d'avant le pump de celui-ci? Comment faire pour choper la hausse si elle arrive au bout d'un moment? Un peu comme un fait derrière sur le terrain, le but c'est d'avoir du sang-froid. Donc en conclusion de cette vidéo, parce qu'elle était un peu plus longue que d'habitude, mais c'est une sorte de masterclass sur le sujet, sur la situation actuelle. On a vu sur quoi nous baser pour ne pas FOMO un top sur les alts, puisqu'on connaissait déjà comment faire sur BTC Ethereum, mais sur les alts c'est plutôt pas mal. Maintenant sur le marché en général, on le voit très bien, Ether pour l'instant est quand même assez solide, un peu plus que BTC, on voit qu'il réagit beaucoup plus vite à la hausse. Donc, au niveau correction, il ne corrige pas forcément beaucoup pour une altcoin. Euh, à voir si la théorie que je vous ai expliquée tout à l'heure va se réaliser, que les capitaux vont un peu rebasculer sur BTC, mais pour l'instant, les ETF et les trésoreries d'entreprise continuent d'investir massivement plus sur Ether que sur BTC, intéressant à noter. Donc on surveille des niveaux comme les 108 000 dollars sur BTC, comme les 3 600 dollars sur Ether au cas où d'une correction, et on s'adaptera à ce moment-là. On reste prudent puisque évidemment septembre rouge plus Powell et la baisse des taux, mais on reste aussi dans l'optique que s'il y a bien une baisse des taux, peut-être que tout peut aller très vite et qu'il faut rester dans le train. En fait, tout est histoire de balance dans le portefeuille. Le but, c'est pas d'être totalement in, totalement out. Si vous êtes comme moi, à ne pas forcément chercher à timer au jour près, on va privilégier l'horizon de temps et on va dézoomer pour être prêt à la rotation potentielle à venir. Et pour finir sur cette petite note, beaucoup veulent qu'on leur dise quoi penser. Sauf que personnellement, évidemment, vous le savez, je vous invite à essayer humblement à penser par vous-même, à vous écouter, à vous faire confiance, à vérifier par vous-même tout ça. Le but, c'est d'arrêter de déléguer notre cerveau ou nos décisions d'investissement à quelqu'un, moi y compris. Tout ce que je vous ai dit ici n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est que ma vision des choses, mais c'est pour ça qu'on a créé le fameux Discord dont je vous parle depuis la semaine dernière, pour vous donner les clés et vous pousser à pousser ceux qui le souhaitent, parce qu'encore une fois ça ne correspond pas à tout le monde, je ne force personne à y aller, en tout cas ceux qui le souhaitent à devenir autonomes sur la façon de voir le marché et à investir, que ce soit pour trader ou être un hodler tout simplement. C'est-à-dire qu'encore une fois en toute transparence, il est gratuit encore pendant 2 semaines, donc c'est l'occasion de le tester, et si ça vous convient, peut-être vous ferez partie de l'aventure et je serai extrêmement content de vous avoir, auquel cas on continue de se revoir tous les dimanches, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite on va le faire payant, parce qu'on aura quand même plus de 3 lives par semaine, autant d'analyse technique que on-chain, on va faire des duos avec Alex, il y aura des coffee breaks, des petits calls entre nous pour parler de tout et rien, parfois du marché, parfois de ce qu'on fait le week-end, presque chaque jour, et évidemment des petites analyses de marché, on se fait des petites vidéos de 5-8 minutes de temps en temps, des petits points matinaux, regardez un peu ma tête pour vous faire rire, mais c'est vrai que ça c'était la vidéo que j'ai partagée le 20 août, donc on voit que je suis pas très réveillé, mais c'est assez intéressant voilà, on partage ça, on est dans la bonne ambiance. On partage nos réflexions sur le marché, mais attention, on ne partage pas de signaux, on ne fait pas de call, on ne dit pas quoi faire. Encore une fois, c'est un endroit pour apprendre ensemble et je serais extrêmement ravi de vous voir là-bas. Donc, en globalité, pour finir, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine également et faites attention à vos émotions, c'est quand même le but. C'était Sapiens et à bientôt.